Vous le tenez entre vos mains tous les jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce petit granulé, à l'origine des sacs, des bouteilles et même des pièces d'avion, naît du pétrole? Au plus profond de la Terre, un liquide noir se transforme en cristaux de plastique brillants qui façonnent le visage du monde moderne. Mais voici un secret. Qu'est-ce qui est le plus cher aujourd'hui? Un baril de pétrole ou un kilogramme de ces granulés? Et pourquoi même les déchets sont-ils devenus la matière première d'une nouvelle industrie? Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment, à partir des déchets, naît l'avenir. Et vous, savez-vous si votre pays produit des granulés de plastique ou s'il ne fait que les importer? Écrivez-le dans les commentaires. Les principales régions de production restent l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, la Chine représentant plus de 30% du marché mondial. Dans le monde, la plupart des granulés sont fabriqués à partir de polyéthylène, de polypropylène et de polystyrène. La grande majorité de la production est axée sur les granulés de matières premières vierges, mais les volumes de granulés secondaires, du plastique recyclé, augmentent, conformément à la tendance du développement durable. Le coût du plastique et des granulés varie en fonction du type de polymère, de la région et des prix mondiaux du pétrole et du gaz. La tendance à la hausse des prix en 2025 est liée à la pénurie de matières premières, aux problèmes logistiques et aux nouvelles normes environnementales. Quel est le rapport avec les prix du pétrole? Demanderez-vous. À votre avis, à partir de quoi sont-ils fabriqués? Oui, le pétrole est la principale matière première pour la production de granulés de plastique. Il est composé d'un mélange d'hydrocarbures, de compositions et de masses moléculaires variées, et constitue une source de composés chimiques importants, tels que l'éthylène, le propylène, le styrène et d'autres monomères qui servent de briques de base pour les polymères. Le processus commence par le raffinage primaire du pétrole, dans les usines pétrochimiques, où le pétrole brut est soumis à une distillation fractionnée. On obtient ainsi différentes fractions, essence, kérosène, gazole et, ce qui est le plus important pour l'industrie des polymères, des produits pétrochimiques, éthylène, propylène, butylène, benzène et d'autres substances chimiques. L'éthylène et le propylène, obtenus à partir du pétrole, subissent une polymérisation ultérieure dans des réacteurs spéciaux, ce qui permet de créer des chaînes de polymères de différentes longueurs et structures. C'est à partir d'eux que se forment le polyéthylène, le polypropylène et d'autres plastiques, qui sont ensuite transformés en granulés. Les matériaux polymères arrivent à la production sous forme de poudre, de pâte ou de morceaux refondus, ainsi que des déchets de matières premières secondaires. Tous les matériaux sont soigneusement contrôlés pour leur conformité aux normes de pureté, d'humidité et de taille des particules. Pour garantir l'homogénéité, la matière première est généralement séchée au préalable, car une humidité excessive peut réduire la qualité des granulés et entraîner des défauts lors de la transformation. Ensuite, la matière première entre dans l'extrudeuse, la machine principale pour la production de granulés. L'extrudeuse est un long tube avec une vis sans fin à l'intérieur, qui tourne et pousse la matière première vers l'avant. Pendant son déplacement, le polymère est chauffé jusqu'à sa température de fusion, qui, pour différents types de matières plastiques, se situe entre 150 et 300 degrés Celsius. Il est crucial que la température soit strictement contrôlée pour éviter une surchauffe ou une fusion insuffisante. À l'état fondu, le polymère passe à travers une forme spéciale, une filière, qui donne au matériau la forme nécessaire pour les opérations suivantes. Il s'agit généralement de fines tiges ou de fils. Après le formage, une étape très importante de refroidissement a lieu. Les tiges sont enroulées ou passées dans un bain d'eau froide pour stabiliser rapidement les propriétés du matériau
éviter les déformations et conserver la dureté requise. Les tiges finalement refroidies sont acheminées vers une machine de découpe, où des couteaux spéciaux les coupent en granulés uniformes. La taille et la forme des granulés peuvent varier en fonction des exigences de l'application finale, mais en général, les granulés ont la forme de petits morceaux cylindriques ou ovales d'une longueur de 2 à 5 mm. Les granulés obtenus subissent un contrôle qualité, où l'on vérifie leurs propriétés physico-chimiques, leur homogénéité, leur taille et leur pureté. Ce n'est qu'après approbation que les granulés sont emballés dans des sacs ou des trémies, prêts à être expédiés aux usines de fabrication de produits en plastique. La composante écologique devient de plus en plus importante. La production de granulés à partir de matières premières recyclées est soutenue au niveau gouvernemental dans de nombreux pays. Les investissements dans les technologies de recyclage et de réutilisation du plastique augmentent considérablement. Et le marché des biogranulés et des matériaux composites s'élargit. La matière première secondaire pour la production de granulés de plastique est constituée de déchets plastiques recyclés, qui sont réutilisés pour la fabrication de nouveaux matériaux et produits. Elle se présente sous 2 formes principales. Les déchets de production, c'est-à-dire les restes de matières premières vierges pures sans impureté, et les déchets ménagers ou industriels, qui ont déjà été utilisés et peuvent contenir des contaminants. Après la collecte des déchets polymères, ils sont triés par type de plastique. Les plus courants pour le recyclage sont les thermoplastiques, c'est-à-dire le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, le polystyrène, le polyéthylène terephthalate. Maintenant, vous comprenez pourquoi il était nécessaire de trier soigneusement les déchets? Le tri est très important pour éviter le mélange de polymères de différents types, ce qui pourrait dégrader la qualité des futurs granulés. L'étape suivante est le broyage, où les déchets plastiques sont coupés en petits morceaux. Ensuite, ils sont soigneusement lavés pour enlever la saleté, la graisse, les étiquettes et autres impuretés. Après cela vient le séchage, qui permet d'éliminer l'humidité excessive et de préparer le matériau pour la fusion. Ensuite, la matière première secondaire subit une agglomération, un processus au cours duquel le broyat est chauffé et mélangé jusqu'à un état plastique, puis refroidi et formé en petites billes, l'agglomérat. Habituellement, l'agglomérat est ensuite granulé, obtenant des granulés qui, par leur aspect et leurs propriétés, sont très proches des granulés vierges et peuvent être utilisés pour la production de nouveaux articles. L'utilisation de granulés issus du pétrole est importante pour les produits complexes et exigeants, où une résistance et une durabilité maximale sont nécessaires. En même temps, la production de matières premières vierges nécessite plus d'énergie et de ressources par rapport à la matière secondaire, ce qui encourage le développement des technologies de recyclage. Quant aux granulés secondaires, ils sont utilisés pour fabriquer les mêmes types de produits que la matière première vierge. Films, sacs, conteneurs, matériaux de construction, pièces industrielles et bien d'autres. Le développement du marché des matières premières secondaires est stimulé par les efforts de politique environnementale, le renforcement des normes de recyclage et le progrès technologique. En même temps, il existe des défis. La qualité des granulés secondaires dépend de la pureté et du tri, et tous les types de plastique ne se prêtent pas bien au recyclage. Cela nécessite une normalisation, de nouvelles solutions technologiques et un travail de sensibilisation auprès de la population. En 2025, au niveau mondial, des recherches actives et des investissements se poursuivent dans le développement des technologies de recyclage du plastique, y compris le développement de nouveaux matériaux et de méthodes chimiques
qui pourrait améliorer radicalement la situation environnementale. Chaque année, plus de 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, un chiffre si incroyable qu'il dépasse l'entendement. Imaginez, cette quantité suffirait à construire une route de la Terre à la Lune, et presque jusqu'au retour. Mais derrière ces chiffres bruts se cache l'histoire non seulement d'un matériau de construction, mais aussi d'une économie, de villes entières qui grandissent au rythme de la demande. Comment ? À partir d'une pierre grise extraite du sous-sol, naît le mur lisse de votre maison. Et surtout, quel processus secret rend ce matériau si unique ? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Les chiffres derrière la production de plaques de plâtre aux États-Unis ne sont pas simplement grands. Ils sont astronomiques. Et ils racontent l'histoire de la manière dont un pays construit, rénove et respire. Récemment, les usines américaines ont produit environ 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre en un an. Ce nombre est si colossal qu'il est difficile à saisir. Essayez d'imaginer, si l'on mettait bout à bout toutes ces plaques, on pourrait créer une passerelle d'1 mètre de large qui s'étendrait de la Terre à la Lune et couvrirait près de la moitié du chemin du retour. Ou bien, avec cette quantité de plaques, on pourrait recouvrir entièrement le territoire de l'État du Delaware 2 fois et il en resterait encore. Ce flux incessant de matériaux de construction n'est pas seulement un produit physique, mais aussi un puissant indicateur économique. Le marché de ces plaques aux États-Unis est évalué à des dizaines de milliards de dollars, reflétant non seulement le coût du matériau lui-même, mais aussi des milliers d'emplois dans les mines et les usines, dans la logistique et la construction. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais bien avant, dans une carrière, où l'on extrait le gypse. C'est un minéral naturel, une roche qui s'est formée il y a des millions d'années, à partir de mers préhistoriques. Il peut être blanc, grisâtre, parfois avec des veines rosées. D'énormes excavatrices mordent dans les gisements de gypse et chargent des tombereaux de blocs de cette pierre. Ces camions amènent des tonnes de gypse à l'usine et le déversent sur une aire de stockage, créant des montagnes entières qui attendent leur transformation. La première étape à l'intérieur de l'usine est un concassage grossier. Les blocs de gypse arrivent dans les mâchoires d'acier géantes d'un concasseur primaire. Dans un vacarme et un grincement assourdissant, la machine brise les grosses pierres en plus petits morceaux, de la taille d'un poing. Ce n'est que le début. Ensuite, ce gypse concassé est acheminé par un convoyeur vers des broyeurs secondaires. Là, des dizaines de marteaux d'acier, tournant à une vitesse folle, réduisent ces morceaux en fractions encore plus fines, les transformant en quelque chose qui ressemble à du gravier grossier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'étape finale du broyage transforme le gypse en une fine poudre. Il devient si fin qu'il ressemble à de la farine ou de la poussière. Cette poudre est la matière première principale, mais elle recèle encore un secret qu'il faut révéler. L'étape suivante est l'une des plus importantes et des plus intéressantes. C'est un processus appelé la calcination, et en substance, c'est un séchage contrôlé du gypse. Le fait est que, dans la structure cristalline du gypse naturel, sont emprisonnées des molécules d'eau. Pour que la plaque de plâtre puisse durcir, il faut temporairement chasser cet éau. Pour ce faire,
La poudre blanche est introduite dans un immense four rotatif. Il ressemble à un tambour géant, incliné sous un léger angle. À l'intérieur de ce four, une température très précise est maintenue, environ 150 degrés Celsius. La poudre de gypse, en tournant lentement à l'intérieur du tambour, se réchauffe et l'eau qui y est liée se transforme en vapeur et s'évapore. Chimiquement parlant, le gypse se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, mais plus simplement, il devient assoiffé. Maintenant, cette poudre, que l'on appelle déjà plâtre de construction ou stuc, possède une propriété unique. Si on y ajoute à nouveau de l'eau, il l'absorbera avec avidité et se retransformera en une roche de gypse solide. C'est cette propriété qui est à la base de toute la production. La poudre chaude obtenue est refroidie et stockée dans de gigantesques silos, semblables à des tours, d'où elle sera acheminée vers la ligne de production principale. Et maintenant commence le plus spectaculaire, la création de la plaque elle-même. Dans l'atelier, un immense convoyeur, long de plusieurs centaines de mètres. À son départ se trouvent 2 rouleaux géants de papier cartonné spécial et dense. Un rouleau pour la face avant, il est parfaitement lisse, blanc. L'autre pour le dos, il peut être un peu plus foncé, grisâtre. La bande du rouleau inférieur, celui de la face avant, se déroule et se pose sur le convoyeur, formant un chemin infini. Parallèlement, dans un mélangeur gigantesque, semblable à un robot de cuisine industrielle, on prépare le cœur. On y verse en continu notre poudre de gypse assoiffée, de l'eau et tout un cocktail d'additifs divers. Chaque additif joue son rôle. Les agents moussants rendent la masse de gypse plus légère et plus poreuse, comme de la crème fouettée, pour réduire le poids de la plaque. Les plastifiants rendent le mélange plus fluide pour qu'il s'étale uniformément. Les accélérateurs ou les retardateurs permettent aux ingénieurs de contrôler parfaitement le temps de prise du gypse. L'amidon aide le cœur de gypse à mieux coller à l'enveloppe en papier. La fibre de verre ajoute de la résistance. Ce mélange, appelé la gâchée, ressemble à une bouillie grise épaisse. Il est déversé en un flux continu, directement sur la bande de papier, qui se déplace sur le convoyeur. Des dispositifs spéciaux répartissent uniformément cette masse sur toute la largeur du papier. Les bords de la feuille de papier inférieure sont délicatement repliés vers le haut, formant les rebords de la future plaque. Et à ce moment, on la recouvre par le dessus, avec la deuxième bande de papier, celle du rouleau arrière, comme un couvercle. On obtient un sandwich infini et parfaitement plat. Papier, masse de gypse, papier. Ce sandwich passe immédiatement entre 2 rouleaux ou sous une plaque de formage qui le compriment à une épaisseur précisément définie, par exemple un demi-pouce. La plaque de plâtre fraîchement formée, encore molle et humide, poursuit son voyage sur un très long convoyeur, appelé la ligne de prise. Sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Pendant que la plaque se déplace lentement, un véritable miracle se produit à l'intérieur. La poudre de gypse réagit avec l'eau. La fameuse réaction de réhydratation a lieu. Le gypse redevient une roche solide, en dégageant de la chaleur. Si l'on touche la plaque à ce stade, elle sera chaude. En quelques minutes, la masse meuble devient suffisamment dure pour conserver sa forme. Au bout de cette longue ligne se trouve un couteau volant. C'est une lame immense qui se déplace en synchronisation avec la bande et, au bon moment, effectue une coupe rapide et précise, découpant le sandwich infini en plaques de longueur standard, par exemple 8 ou 12 pieds. Cela se produit si rapidement
que le convoyeur ne s'arrête pas une seule seconde. Les plaques découpées sont maintenant dures, mais encore très humides. Elles contiennent un excès d'eau qui n'a pas participé à la réaction chimique. Il faut l'éliminer. Un dispositif spécial retourne donc les plaques et les achemine vers la plus grande structure de l'usine, un séchoir multi-étages. C'est un labyrinthe gigantesque, composé de plusieurs niveaux, chacun étant un convoyeur. Les plaques de plâtre se déplacent lentement sur ces niveaux, d'avant en arrière, parcourant plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de ce four immense. L'air chaud qui circule à l'intérieur en évapore délicatement l'humidité excessive. La température y est contrôlée très rigoureusement. Il ne faut éliminer que l'eau libre sans endommager la structure cristalline du gypse lui-même. Ce processus peut durer environ 1 heure. À la sortie du séchoir apparaît le produit que nous connaissons bien, une plaque de plâtre parfaitement sèche, légère et solide. Mais ce n'est pas encore la fin. L'étape finale est la finition. 2 plaques finies sont empilées face contre face. Leurs bords sont parfaitement coupés pour être droits et nets. Sur la tranche est collée une bande de papier avec les informations sur le fabricant et le type de produit. Ensuite, des manipulateurs robotisés, avec une précision et une grâce surhumaines, soulèvent les plaques finies et les empilent en piles parfaitement droites sur des palettes. Chaque pile est enveloppée d'un film de protection, marqué et envoyé à l'entrepôt. De là, elle partira sur les chantiers pour faire partie de la maison de quelqu'un, se transformant d'une simple pierre grise extraite du sous-sol en un mur lisse et accueillant. La production de plaques de plâtre est comme un baromètre de la santé du secteur de la construction. Lorsque l'économie est en plein essor, les gens construisent activement de nouvelles maisons et rénovent les anciennes, et la demande de plaques de plâtre monte en flèche. Les usines qui fabriquent un produit tournent à plein régime, et le flux de camions qui livrent les plaques finies à travers le pays devient infini. Le cœur de cette production bat à l'unisson du rythme du marché immobilier. Géographiquement, cette industrie a aussi ses centres. Bien que les usines de plaques de plâtre soient réparties dans tout le pays pour être plus proches des grands marchés de la construction, l'extraction de la matière première, le gypse, est concentrée dans certains États. Les leaders ici sont des États comme le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Nevada et l'Iowa. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel, là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication. C'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine
produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté. Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal, qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde. La continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent, mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage. Maintenant, notre serpent épais et chaud doit subir une cure d'amincissement, et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement. Ces orifices s'appellent des filières, et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes, elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin.
Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle, étirage-recuit-étirage, peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final. Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre micro-fissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital. Chaque année, plus de 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, un chiffre si incroyable qu'il dépasse l'entendement. Imaginez, cette quantité suffirait à construire une route de la Terre à la Lune, et presque jusqu'au retour. Mais derrière ces chiffres bruts se cache l'histoire non seulement d'un matériau de construction, mais aussi d'une économie, de villes entières qui grandissent au rythme de la demande. Comment ? À partir d'une pierre grise extraite du sous-sol, naît le mur lisse de votre maison. Et surtout, quel processus secret rend ce matériau si unique ? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Les chiffres derrière la production de plaques de plâtre aux États-Unis ne sont pas simplement grands. Ils sont astronomiques. Et ils racontent l'histoire de la manière dont un pays construit, rénove et respire. Récemment, les usines américaines ont produit environ 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre en un an. Ce nombre est si colossal qu'il est difficile à saisir. Essayez d'imaginer, si l'on mettait bout à bout toutes ces plaques,
On pourrait créer une passerelle d'1 mètre de large qui s'étendrait de la Terre à la Lune et couvrirait près de la moitié du chemin du retour. Ou bien, avec cette quantité de plaques, on pourrait recouvrir entièrement le territoire de l'État du Delaware 2 fois et il en resterait encore. Ce flux incessant de matériaux de construction n'est pas seulement un produit physique, mais aussi un puissant indicateur économique. Le marché de ces plaques aux États-Unis est évalué à des dizaines de milliards de dollars, reflétant non seulement le coût du matériau lui-même, mais aussi des milliers d'emplois dans les mines et les usines, dans la logistique et la construction. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais bien avant, dans une carrière, où l'on extrait le gypse. C'est un minéral naturel, une roche qui s'est formée il y a des millions d'années, à partir de mers préhistoriques. Il peut être blanc, grisâtre, parfois avec des veines rosées. D'énormes excavatrices mordent dans les gisements de gypse et chargent des tombereaux de blocs de cette pierre. Ces camions amènent des tonnes de gypse à l'usine et le déversent sur une aire de stockage, créant des montagnes entières qui attendent leur transformation. La première étape à l'intérieur de l'usine est un concassage grossier. Les blocs de gypse arrivent dans les mâchoires d'acier géantes d'un concasseur primaire. Dans un vacarme et un grincement assourdissant, la machine brise les grosses pierres en plus petits morceaux, de la taille d'un poing. Ce n'est que le début. Ensuite, ce gypse concassé est acheminé par un convoyeur vers des broyeurs secondaires. Là, des dizaines de marteaux d'acier, tournant à une vitesse folle, réduisent ces morceaux en fractions encore plus fines, les transformant en quelque chose qui ressemble à du gravier grossier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'étape finale du broyage transforme le gypse en une fine poudre. Il devient si fin qu'il ressemble à de la farine ou de la poussière. Cette poudre est la matière première principale, mais elle recèle encore un secret qu'il faut révéler. L'étape suivante est l'une des plus importantes et des plus intéressantes. C'est un processus appelé la calcination, et en substance, c'est un séchage contrôlé du gypse. Le fait est que, dans la structure cristalline du gypse naturel, sont emprisonnées des molécules d'eau. Pour que la plaque de plâtre puisse durcir, il faut temporairement chasser cette eau. Pour ce faire, la poudre blanche est introduite dans un immense four rotatif. Il ressemble à un tambour géant, incliné sous un léger angle. À l'intérieur de ce four, une température très précise est maintenue, environ 150 degrés Celsius. La poudre de gypse, en tournant lentement à l'intérieur du tambour, se réchauffe et l'eau qui y est liée se transforme en vapeur et s'évapore. Chimiquement parlant, le gypse se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, mais plus simplement, il devient assoiffé. Maintenant, cette poudre, que l'on appelle déjà plâtre de construction ou stuc, possède une propriété unique. Si on y ajoute à nouveau de l'eau, il l'absorbera avec avidité et se retransformera en une roche de gypse solide. C'est cette propriété qui est à la base de toute la production. La poudre chaude obtenue est refroidie et stockée dans de gigantesques silos, semblables à des tours, d'où elle sera acheminée vers la ligne de production principale. Et maintenant commence le plus spectaculaire, la création de la plaque elle-même. Dans l'atelier, un immense convoyeur, long de plusieurs centaines de mètres. À son départ se trouvent 2 rouleaux géants de papier cartonné spécial et dense. Un rouleau pour la face avant, il est parfaitement lisse, blanc. L'autre pour le dos, il peut être un peu plus foncé, grisâtre. La bande du rouleau inférieur, celui de la face avant, se déroule et se pose sur le convoyeur, formant un chemin infini. Parallèlement, dans un mélangeur gigantesque,
semblable à un robot de cuisine industrielle, on prépare le cœur. On y verse en continu notre poudre de gypse assoiffée, de l'eau et tout un cocktail d'additifs divers. Chaque additif joue son rôle. Les agents moussants rendent la masse de gypse plus légère et plus poreuse, comme de la crème fouettée, pour réduire le poids de la plaque. Les plastifiants rendent le mélange plus fluide pour qu'il s'étale uniformément. Les accélérateurs ou les retardateurs permettent aux ingénieurs de contrôler parfaitement le temps de prise du gypse. L'amidon aide le cœur de gypse à mieux coller à l'enveloppe en papier. La fibre de verre ajoute de la résistance. Ce mélange, appelé la gâchée, ressemble à une bouillie grise épaisse. Il est déversé en un flux continu, directement sur la bande de papier, qui se déplace sur le convoyeur. Des dispositifs spéciaux répartissent uniformément cette masse sur toute la largeur du papier. Les bords de la feuille de papier inférieure sont délicatement repliés vers le haut, formant les rebords de la future plaque. Et à ce moment, on la recouvre par le dessus, avec la deuxième bande de papier, celle du rouleau arrière, comme un couvercle. On obtient un sandwich infini et parfaitement plat. Papier, masse de gypse, papier. Ce sandwich passe immédiatement entre deux rouleaux ou sous une plaque de formage qui le compriment à une épaisseur précisément définie, par exemple un demi-pouce. La plaque de plâtre fraîchement formée, encore molle et humide, poursuit son voyage sur un très long convoyeur, appelé la ligne de prise. Sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Pendant que la plaque se déplace lentement, un véritable miracle se produit à l'intérieur. La poudre de gypse réagit avec l'eau. La fameuse réaction de réhydratation a lieu. Le gypse redevient une roche solide, en dégageant de la chaleur. Si l'on touche la plaque à ce stade, elle sera chaude. En quelques minutes, la masse meuble devient suffisamment dure pour conserver sa forme. Au bout de cette longue ligne se trouve un couteau volant. C'est une lame immense qui se déplace en synchronisation avec la bande et, au bon moment, effectue une coupe rapide et précise, découpant le sandwich infini en plaques de longueur standard, par exemple 8 ou 12 pieds. Cela se produit si rapidement que le convoyeur ne s'arrête pas une seule seconde. Les plaques découpées sont maintenant dures, mais encore très humides. Elles contiennent un excès d'eau qui n'a pas participé à la réaction chimique. Il faut l'éliminer. Un dispositif spécial retourne donc les plaques et les achemine vers la plus grande structure de l'usine, un séchoir multi-étages. C'est un labyrinthe gigantesque, composé de plusieurs niveaux, chacun étant un convoyeur. Les plaques de plâtre se déplacent lentement sur ces niveaux, d'avant en arrière, parcourant plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de ce four immense. L'air chaud qui circule à l'intérieur en évapore délicatement l'humidité excessive. La température y est contrôlée très rigoureusement. Il ne faut éliminer que l'eau libre sans endommager la structure cristalline du gypse lui-même. Ce processus peut durer environ 1 heure. À la sortie du séchoir apparaît le produit que nous connaissons bien, une plaque de plâtre parfaitement sèche, légère et solide. Mais ce n'est pas encore la fin. L'étape finale est la finition. 2 plaques finies sont empilées face contre face. Leurs bords sont parfaitement coupés pour être droits et nets. Sur la tranche est collée une bande de papier avec les informations sur le fabricant et le type de produit. Ensuite, des manipulateurs robotisés, avec une précision et une grâce surhumaines, soulèvent les plaques finies
et les empilent en piles parfaitement droites sur des palettes. Chaque pile est enveloppée d'un film de protection, marqué et envoyé à l'entrepôt. De là, elle partira sur les chantiers pour faire partie de la maison de quelqu'un, se transformant d'une simple pierre grise extraite du sous-sol en un mur lisse et accueillant. La production de plaques de plâtre est comme un baromètre de la santé du secteur de la construction. Lorsque l'économie est en plein essor, les gens construisent activement de nouvelles maisons et rénovent les anciennes, et la demande de plaques de plâtre monte en flèche. Les usines qui fabriquent un produit tournent à plein régime, et le flux de camions qui livrent les plaques finies à travers le pays devient infini. Le cœur de cette production bat à l'unisson du rythme du marché immobilier. Géographiquement, cette industrie a aussi ses centres. Bien que les usines de plaques de plâtre soient réparties dans tout le pays pour être plus proches des grands marchés de la construction, l'extraction de la matière première, le gypse, est concentrée dans certains États. Les leaders ici sont des États comme le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Nevada et l'Iowa. Chaque année, des milliards de mètres carrés de plaquage sont produits dans le monde. Un matériau aussi fin qu'un pétale, qui recèle la force et la beauté de forêts entières. Imaginez, à partir d'une seule grume, on peut obtenir une surface suffisante pour recouvrir un terrain de football. C'est pourquoi cette industrie pèse plus de 40 milliards de dollars par an. Mais que se cache-t-il derrière ce chiffre? Comment un simple arbre passe-t-il par des cures thermales, des tunnels de feu, et une rencontre avec des lames aussi tranchantes qu'un scalpel pour devenir un meuble de luxe? Et quelle découverte cachée vous fera voir à jamais cette fine bande de bois d'un autre œil? Regardez attentivement. À la fin, vous découvrirez un secret que presque personne ne soupçonne. N'importe quel arbre ne convient pas à la production de plaquage. Il faut des arbres parfaitement droits, hauts, avec un grand diamètre de tronc, et surtout sans nœuds, fissures ou autres défauts sur une hauteur considérable. Chaque nœud est une cicatrice qui briserait le motif parfait. C'est pourquoi, pour le plaquage, on choisit les plus beaux spécimens de chêne, de frêne, d'érable, de noyer, de cerisier et d'autres essences précieuses. Lorsqu'une telle grume parfaite arrive à l'usine, elle n'est pas immédiatement envoyée sous la lame. Elle a rendez-vous dans un spa industriel. Les grumes sont immergées dans d'immenses bassins d'eau chaude ou placées dans des chambres spéciales où l'on injecte de la vapeur chaude. Ce n'est pas pour la propreté. Ce processus, qui dure de quelques heures à plusieurs jours à une température d'environ 100 degrés Celsius, accomplit deux choses importantes. Il ramollit le bois, le rendant plus plastique et plus docile pour la coupe, et il modifie sa couleur, la rendant plus riche et uniforme. Après ce bain chaud, on écorce la grume. Une machine spéciale retire l'enveloppe extérieure rugueuse, mettant à nu le tronc pur. Et c'est là que commence le moment le plus crucial avant le grand spectacle, le centrage. La grume est fixée dans une machine et l'opérateur, à l'aide de laser, trouve son axe de rotation idéal. C'est d'une importance capitale. Un centrage correct permet d'obtenir la quantité maximale de plaquage de qualité et le plus beau motif. Et c'est alors que la grume, étuvée, écorcée et parfaitement centrée, est prête pour sa rencontre avec la lame. Il existe deux méthodes principales pour transformer une grume en fine feuille, et elles sont radicalement différentes. La première, la plus courante pour la production de masse, s'appelle le déroulage.
Imaginez un crayon géant dans un taille-crayon titanesque. La grume se met à tourner sur son axe, et un très long couteau, affûté comme une lame de rasoir et long comme la grume elle-même, s'approche lentement. Le couteau pénètre dans le bois en rotation et commence à en découper une bande de plaquage continue et large, d'une épaisseur de seulement 1,5 à 3 mm. C'est comme si on déroulait un rouleau d'essuie-tout. De la machine sort une feuille infinie, humide et flexible, qui est ensuite découpée en morceaux de la taille souhaitée. Cette méthode est très productive, mais elle donne un motif caractéristique et un peu aléatoire, qui n'est pas toujours apprécié dans les meubles de luxe. La seconde méthode, utilisée pour obtenir le plus beau plaquage décoratif, s'appelle le tranchage. Ce n'est plus un taille-crayon, mais la plus grande trancheuse à fromage du monde. Ici, la grume, ou une partie de celle-ci sciée en billon, est solidement fixée sur une plateforme mobile. Et au-dessus, ou sur le côté, se trouve un couteau massif et affûté. La plateforme avec le bois se déplace d'avant en arrière ou de haut en bas, et à chaque passage, le couteau découpe une seule et unique feuille de plaquage, parfaitement plate. C'est un processus plus lent et moins productif, mais c'est lui qui permet d'obtenir ce motif noble, linéaire ou figuré, que nous apprécions tant dans les meubles de luxe. Selon la manière dont la grume a été sciée avant le tranchage, on peut obtenir différents types de motifs. Une coupe sur quartier, radiale, ou sur dos, tangentielle, qui imite le dessin d'une planche massive. Le plaquage fraîchement découpé, quelle que soit la méthode, est appelé verre. Il est très humide, flexible comme du papier mouillé, et se déchire facilement. Il faut le sécher. Les bandes ou feuilles de plaquage sont délicatement acheminées vers une longue chambre de séchage. C'est comme un gigantesque four-tunnel, à l'intérieur duquel le plaquage se déplace lentement sur un convoyeur à rouleau ou à maille. De l'air chaud y circule, enlevant très délicatement et uniformément l'humidité. Le processus est rigoureusement contrôlé, car un séchage trop rapide ferait craquer ou gondoler le plaquage. En quelques minutes, la feuille humide et molle se transforme en un matériau sec, un peu cassant, mais stable. Après séchage, les feuilles de plaquage ont des bords irréguliers. On les empile en haute liasse et on les envoie sous une guillotine géante. Une lame affûtée s'abat avec force et, d'un seul coup, coupe les irrégularités, créant des bords parfaitement droits. Maintenant, les feuilles sont prêtes pour l'étape la plus importante, où ce ne sont plus les machines qui travaillent, mais des personnes à l'œil exercé. C'est le tri. Des spécialistes examinent attentivement chaque feuille, évaluant sa couleur, son motif, la présence de défauts, et les classent en paquets selon leur catégorie. C'est un travail très méticuleux, car c'est de lui que dépendent le prix et la destination du plaquage. Mais les feuilles de plaquage individuelles sont souvent trop étroites pour fabriquer, par exemple, un plateau de table. Il faut donc les assembler en une seule grande laise. Ce processus s'appelle l'assemblage ou le jointage. 2 feuilles au bord parfaitement droits sont introduites dans une machine spéciale. Elle les presse fermement l'une contre l'autre, et un mécanisme spécial les assemble. Il peut s'agir d'un fin fil de colle appliqué en zigzag, ou d'une bande de papier gommé. Le résultat est une grande feuille de plaquage continue, prête à être collée sur un support. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de l'arbre majestueux dans la forêt, en passant par un bain chaud, une lame affûtée comme un scalpel et le tunnel de feu d'un séchoir, naît ce matériau fin comme un pétale, qui porte en lui toute la beauté, l'histoire et le caractère unique de la forêt, prête à offrir un morceau de celle-ci à nos foyers.
Le marché mondial du plaquage est une industrie gigantesque qui pèse plus de 40 milliards de dollars par an. Mais le chiffre le plus important et le plus vertigineux derrière le plaquage, c'est son rendement. Prenez une grande grume de noyer américain de qualité, longue de plusieurs mètres et d'environ 1 mètre de diamètre. Si on l'assied simplement en planche, on pourrait en faire, disons, une grande table et quelques chaises. Maintenant, attention. Si l'on transforme cette même grume en plaquage de 0,6 mm d'épaisseur, on peut en obtenir entre 1000 et 3000 mètres carrés de surface unique. Pour que vous compreniez, c'est assez pour recouvrir la quasi-totalité d'un terrain de football, avec une seule et unique grume. L'utilisation du plaquage réduit le besoin d'abattre des arbres d'essence précieuse de 98% par rapport à la fabrication de meubles en bois massif. Autrement dit, au lieu d'abattre 20 arbres pour fabriquer 20 tables, nous pouvons abattre un seul arbre parfait et laisser les 19 autres continuer à pousser dans la forêt. Cela fait du plaquage l'une des manières les plus éco-responsables d'utiliser le bois. Donc, ces milliards de dollars, ce ne sont pas juste de l'argent. C'est la preuve que la beauté et la rationalité peuvent aller de pair, nous permettant de profiter des motifs uniques de la nature sans lui infliger de dommages irréparables. Chaque année, on fabrique dans le monde des millions d'obus d'artillerie. C'est plus que la population de certains pays. En masse, cela représente des milliers de tonnes d'acier transformées en armes capables de changer le cours de l'histoire. Mais comment, à partir d'un cylindre de métal inerte, naît un mécanisme si précis qu'une erreur d'1 millimètre peut coûter une vie? Dans cette vidéo, on va franchir les portes d'un univers où les caméras ne sont presque jamais admises. Des fours chauffés à plus de 1200 degrés. Des presses hydrauliques qui écrasent l'acier comme de la pâte à modeler et des secrets explosifs, enfouis dans le silence d'ateliers spéciaux. Reste bien avec nous. Tu vas découvrir ce qu'on ne montre jamais au public. Tout commence avec l'acier. À l'usine arrivent des barres d'acier alliées de haute qualité, appelées Blooms. Ce sont de longs cylindres parfaitement ronds, chacun pesant plusieurs centaines de kilogrammes. Ils sont le squelette futur de l'obus. Première étape, on les découpe en cylindres plus courts, chacun destiné à devenir un projectile. L'image est parlante, comme on tranche un saucisson, sauf qu'ici c'est une énorme scie circulaire qui rugit et projette des gerbes d'étincelles en mordant dans le métal. Résultat, une série de lourdes rondelles d'acier. Ces cylindres froids partent ensuite pour leur baptême du feu, dans un four à induction, une sorte de micro-ondes high-tech pour métal. De puissants champs électromagnétiques pénètrent l'acier et le chauffent de l'intérieur. En quelques minutes, le métal gris et dur devient une masse jaune et incandescente, malléable, chauffée à environ 1200 degrés Celsius. Une fois portée à l'état de pâte, la pièce est saisie par un robot et glissée dans une presse hydraulique. D'abord, la presse perce la pièce pour y créer une cavité profonde. Puis, comme un potier avec son argile, elle étire et façonne la masse. L'acier s'allonge, les parois s'affinent. La cavité s'approfondit. En quelques frappes titanesques, le cylindre se transforme en une sorte de gobelet épais en acier, déjà pointu à son extrémité. La silhouette de l'obus apparaît, mais brute, couverte de calamine, encore imprécise. Vient alors l'usinage mécanique. On fixe la pièce dans un immense tour. Un outil en alliage ultra dur retire couche après couche,
transformant la forge grossière en un corps parfaitement lisse et aérodynamique. Les tours à commande numérique usinent l'obus avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. À l'arrière, on creuse des gorges spéciales pour la ceinture de guidage. À l'avant, on taille un filetage parfait pour visser le détonateur. Mais à ce stade, le corps reste encore trop tendre. Pour qu'il supporte le tir, il doit être trempé. On place alors les coques dans un four chauffé à environ 850 degrés avant de les plonger brutalement dans un bain d'eau ou d'huile. C'est la trempe. L'acier devient incroyablement dur, mais aussi cassant. Pour réduire cette fragilité et donner au métal sa ténacité, on le soumet à un revenu, chauffé à plus basse température, puis refroidi lentement. Résultat, un corps d'obus parfait, à la fois capable de résister à l'explosion des gaz de poudre et assez ductile pour ne pas éclater dans le canon. Mais une coque vide, même solide, ne sert à rien. Commence l'étape la plus dangereuse, le chargement explosif. Dans un atelier séparé, sécurisé au maximum, on introduit la charge, souvent du trinitrotoluène, le fameux TNT, ou ses mélanges. À l'état brut, c'est une matière solide, en flocons jaunâtres ou en granulés. Pour remplir l'obus, on le fait fondre doucement dans des cuves à double paroi chauffées à la vapeur, permettant une température parfaitement contrôlée. Trop chauffé, et c'est la catastrophe. Les coques, nettoyées à la perfection, sont disposées en rangées et remplies lentement de cette masse liquide explosive. L'opération est volontairement lente, pour éviter les bulles d'air qui rendraient la détonation instable. Une fois remplis, les obus passent un long refroidissement contrôlé, pour que l'explosif devienne un bloc homogène, sans fissure ni vide. Pendant que le cœur explosif se solidifie, dans un autre atelier encore plus propre, on fabrique le cerveau, le détonateur. C'est une pièce de mécanique de haute précision, presque horlogère. Il comprend des dizaines de micro-composants. Ressorts, engrenages, percuteurs, capsules, sécurité. Sa mission, rester inoffensif durant le transport et le tir, et n'agir qu'au moment exact voulu, à l'impact, en plein vol à une altitude donnée, ou après un délai précis. L'assemblage se fait en atmosphère quasi stérile, pour éviter qu'une poussière n'entrave le mécanisme. Puis vient l'assemblage final. À l'arrière, on presse la ceinture de guidage, en cuivre ou en métal tendre. Son rôle, s'ancrer dans les rayures du canon, imprimer une rotation à l'obus, et empêcher les gaz de poudre de s'échapper vers l'avant. Ensuite, à l'avant, on visse avec soin le détonateur terminé. Les obus sont ensuite peints en couleur de camouflage standard, souvent gris-olive, puis marqués de chiffres et inscriptions blanches ou jaunes. Ce ne sont pas de simples marquages, c'est le passeport de l'obus, calibre, type d'explosif, lot de fabrication, année de production, des données vitales pour les artilleurs. Les obus finis sont rangés avec précaution dans des caisses en bois renforcées ou des tubes étanches pour les protéger de l'humidité et des chocs. La fabrication des mortiers est proche, mais avec des spécificités. Leurs corps sont souvent en fonte moulée, car la pression dans un canon de mortier est bien plus basse. Leur forme est plus simple, en gouttes d'eau. Et surtout, à l'arrière, on fixe un stabilisateur, un empennage muni d'ailettes qui stabilise la trajectoire, comme les plumes d'une flèche.
Entre ces ailettes, on glisse des charges additionnelles de poudre, en petits sachets de tissu en forme de beignet, pour régler la portée du tir. Et voilà, après ce long parcours, du cylindre d'acier brut au four rugissant, aux presses colossales, aux tours ultra précis et au silence dangereux des ateliers chimiques, naît un objet au sommet de l'ingénierie destructrice. Un projectile, prêt à accomplir sa seule et unique mission. Frapper avec une puissance de feu implacable.